que nous vivons en ce moment, au début de la deuxième décennie du XXIe siècle, dans une société qui est à la fois fragile, qui est à la fois menacée par un certain nombre de véritables périls, mais dans laquelle naît et grandit une jeunesse intéressée par les problèmes mondiaux, plus intéressée que ce n'était le cas il y a encore 20, 30 ou 40 ans. Nous sentons maintenant que ce monde dans lequel nous nous situons, ce monde qui entoure la Catalogne, qui entoure l'Espagne, qui entoure l'Europe, et qui est fait de nations de plus en plus interdépendantes et solidaires, que ce monde se trouve devant deux grands périls au moins. Et ce sont ces deux périls que j'ai essayé dans ce petit livre de faire sentir à ceux qui auront le courage de le lire. Le premier grand péril dont nous sommes conscients maintenant seulement depuis une trentaine d'années, avant on ne s'en souciait pas, c'est notre Terre, notre petite planète, qui occupe une toute petite place dans l'immense cosmos, mais qui est le seul endroit où les 7, 8, 9 milliards d'humains que nous sommes peuvent vivre. Il faut donc la protéger. Le deuxième défi est grave aussi. Nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus des millions, des milliards de gens pauvres, vivant avec $1, $2 par jour. Les enfants meurent. Et à côté de ça, il y a quelques centaines de milliers de gens pour qui gagner $1 million par mois, ça apparaît peu de choses. Il vaudrait mieux gagner $2 millions ou $3 millions. Cet écart s'est accru considérablement au cours de ma longue vie. Et je le considère comme un défi énorme. Et il faut que nous répartissions mieux les ressources. Et c'est un effort que doivent faire toutes les démocraties qui sont sensibles à cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui indique que tous ont droit à un emploi, à une école, à de la santé. Et ceci n'est pas actuellement respecté. C'est la première fois que cette possibilité ouverte aux Nations Unies depuis quelques années est utilisée à un moment difficile, à un moment stratégique. Il s'agit de permettre au printemps arabe, ce moment merveilleux que nous vivons depuis 3 mois, de se manifester aussi en Libye et par conséquent de cesser de permettre à Kadhafi de bombarder ses concitoyens. Si on y arrive, ce sera la démonstration que les Nations Unies ne sont pas bloquées, comme on le pense quelquefois, par l'habitude du veto. Il suffit que un des 5 soit contre pour qu'on ne puisse plus agir. Ici, il y en avait 2 qui n'étaient pas contents, la Chine et la Russie, mais au lieu de voter contre, ils se sont abstenus, ce qui a permis d'agir. Cette action est périlleuse, comme le sont toutes les actions où il y a de la violence. Je suis d'accord avec Sylvie pour dire que c'est la non-violence, l'esprit de Gandhi qui doit nous amener à résoudre peu à peu les grands problèmes de notre temps. Mais pour le moment, il y a encore de la violence. Et quand il y a de la violence, il faut agir contre avec une violence aussi précautionneuse que possible. Empêchons Kadhafi de continuer à massacrer, mais ne massacrons pas à notre tour. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde moins simple que dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, les
les ennemis étaient là, ils s'appelaient Adolf Hitler, ensuite ils se sont appelés Joseph Staline, et ici sans doute Francisco Franco. Eh bien, c'était simple et il fallait se battre. Aujourd'hui, la résistance est une résistance contre l'injustice, contre l'appauvrissement des déshérités, contre l'exploitation sauvage de la terre. C'est une résistance plus diffuse. Il faut donc une formation des esprits pour comprendre ces problèmes et pour essayer de les surmonter. Il y en a un qui nous frappe avec une violence extraordinaire, le terrorisme mondial, Al-Qaïda. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un pays, ce n'est pas un dictateur, c'est quelque chose de beaucoup plus diffus, mais de beaucoup plus violent par moments. Il faut apprendre à détecter les sources de ce terrorisme, les violences subies par les uns et considérées comme insupportables par les autres. Il y a là un travail à faire pour les jeunes et il y a pour nous tous un espoir que la non-violence l'emporte sur cette violence effroyable, aveugle qu'est le terrorisme. Je pense que ce que nous entendons par résistance pacifique, ça peut être une résistance très déterminée, très volontaire, qui accepte même de désobéir à la loi lorsqu'il faut désobéir à la loi parce que la loi n'est pas légitime. Comment peut-on éviter la violence lorsqu'on est soi-même soumis à une très grande violence? Je reviens à ce que nous avons déjà dit sur Israël-Palestine. La violence israélienne est énorme. Comment la Palestine peut-elle réagir de façon non violente? Il y a heureusement des cas où les Palestiniens ont fait des marches, des manifestations pacifiques, pas un jet de pierre, pas un coup de fusil, mais une marche pacifique pour dire nous en avons assez du mur qui a été créé sur nos terres. Il y a donc, je pense, le concept de résistance pacifique qui signifie qu'on se manifeste avec détermination, mais sans utiliser des armes. Je pense en effet que c'est au niveau européen, au niveau du Parlement européen, que l'on peut essayer de faire avancer les choses. Et notamment, il est grand temps que le Parti socialiste européen, après avoir conquis, j'espère grâce à vous, la majorité au sein du Parlement européen, prenne vraiment en compte les problèmes des paradis fiscaux, de la corruption dans le système bancaire, de la façon dont il faut lutter maintenant en tant qu'Européens pour maintenir ce qu'on a appelé à un moment donné le capitalisme rénant, c'est-à-dire un marché régulé, contrôlé. Cela, les partis socialistes en seraient capables s'ils pouvaient avoir la majorité contre les libéraux qui sont sous le joug et sous la contrainte imposée par les grandes corporations économiques et financières mondiales.